Mythes et complots avec Christian Page. Bonjour Christian Page. Salut Louis. Alors d'où nous appelles-tu? De l'au-delà ou d'une autre frontière? De quel endroit? Oui, effectivement, je t'appelle d'une autre frontière. Au moment où je te parle, je suis sous le soleil radieux de la Floride, à West Palm Beach. Et non, je suis pas ici à la recherche du mystérieux Chupacabra, comme certains auditeurs pourraient le croire. Mais je suis en train de tourner des images pour... tu sais que j'ai deux séries qui sont en cours en ce moment, que je mène de front. Une première que les auditeurs ont peut-être vue à Canal D il y a un an, qui s'intitulait Jeu mortel. Donc c'est une série judiciaire qui tourne autour du phénomène des enfants assassins. Ouais. Donc je suis en Floride pour tourner certains éléments pour une prochaine saison de cette série. Et également, je donne les premiers tours de manivelle à une nouvelle série également qui sera présentée à Canal D, qui s'intitule Crime occulte et surnaturel. Donc évidemment, c'est encore là une série judiciaire, mais une série judiciaire qui allie à la fois le judiciaire et le surnaturel, parce qu'on va aborder le phénomène des tueurs qui ont commis des crimes sur des motivations un peu occultes. Donc, des gens qui se sont crus à un moment donné être des vampires ou qui ont commis des crimes lors de rituels sataniques. Donc, tu vois un peu le topo. Quelque chose de tout à fait fascinant parce que jusqu'à maintenant, on avait eu beaucoup de séries judiciaires sur des tueurs en série, sur des violeurs en série, sur des escrocs, mais aucune série judiciaire ne s'était attaquée au phénomène des tueurs occultes. Et c'est ce que le mandat que je me suis donné de faire avec cette nouvelle série. Alors, de toute façon, j'aurais pu tout te dire ça à l'avance, étant donné qu'on est lié par la télépathie, n'est-ce pas, mon cher Christian? Parce que semble-t-il qu'il y a des preuves qui démontrent que ça existe, la télépathie, le fait de communiquer par la pensée. Voilà, et ça, c'est tout à fait intéressant. C'est une nouvelle qui nous a été annoncée par le National Post la semaine dernière. Et écoute, il faut bien se remettre un peu dans le contexte. Lorsque l'on parle de phénomènes parapsychologiques, qu'on parle de perception extrasensorielle, la plupart des détracteurs de ces phénomènes nous disent toujours qu'il n'y a pas de preuves concrètes si ce n'est que des preuves statistiques. C'est-à-dire que on place des gens dans des laboratoires, notamment dans le domaine de la télépathie. Ouais. On va placer un receveur et un émetteur dans des pièces séparées. L'émetteur va se concentrer sur des images très précises et il va essayer de les envoyer au receveur. Et puis là, à partir de ce moment-là, le receveur va essayer de décrire ce qu'il reçoit. Des expériences comme celle-là ont été menées depuis les années, je te dirais, en fait, la parapsychologie expérimentale remonte aux années 1920. Mais on peut dire que l'âge d'or de la parapsychologie expérimentale a été dans les années 50 et 60. Il n'y avait pas l'armée américaine qui avait fait des tests assez poussés là-dessus? Ah, ça, c'est tout à fait intéressant ce que tu mentionnes là. Tu vois, pendant longtemps, on a cru, comme je l'ai mentionné, il y avait cet âge d'or de la parapsychologie, et à la même époque, donc dans les années 60, on a commencé à avoir cette rumeur voulant que les services secrets américains utiliseraient des médiums pour faire de l'espionnage. Et tout ça, évidemment, semblait sorti tout droit d'un film de science-fiction ou d'un roman de Robert Ludlum. Et puis voilà qu'en 1995, l'armée américaine rend public son fameux projet Stargate. Ouais. Non, Stargate, ce n'est pas une porte vers les étoiles. Comme la série télévisée, là? Ouais, c'est ça. Mais dans ce cas-là, Stargate, c'était une sorte de non-parapluie qui regroupait un ensemble de projets plus modestes qui avaient été menés sur une période d'à peu près 20 ans par l'armée américaine ou les services de renseignement et qui, effectivement, utilisaient des médiums pour faire de l'espionnage. En fait, ce qui intéressait les services secrets américains, c'était une faculté qu'on appelle le remote viewing. On place un sujet dans une pièce, on lui donne une carte toponymique sur laquelle, bien sûr, n'apparaît aucun nom, rien. Ça peut être tout aussi bien une région aux États-Unis que ça peut être une région en Scandinavie, en Russie ou en Chine. Donc, il n'y a rien qui apparaît là-dessus. Et on demandait aux voyants de se concentrer sur ces cartes et de dire ce qu'ils y voyaient. Et dans bien des cas, ces gens ont fourni des informations qualitatives. Je vois des installations. Je pense notamment, j'ai en mémoire le souvenir d'un rapport où le médium avait décrit des installations en Russie, dans un port de Russie, où là, il décrivait des usines où on construisait des sous-marins de type Trifon, etc. Et donc ça avait été éventuellement révélé par des photos satellites, même si le médium avait quand même raconté ça 2 ou 3 ans avant que l'armée américaine découvre pour de vrai ces installations. Donc il y a eu des résultats tout à fait concrets. En 1995, l'armée américaine rend public Stargate en disant « Nous avons fait quelques 25 millions d'essais ». 25 millions?
25 millions, on parle pas de 2 ou 3 essais réalisés dans un sous-sol, là. On parle de 25 millions d'essais échelonnés sur une période de presque 30 ans. Et l'armée nous dit, voici, on a obtenu des résultats statistiques. Et là, on va revenir avec notre histoire parce que tout est là. Hein. Le nœud du problème, c'est cette histoire de statistiques. Ouais. L'armée nous dit, voilà, on a des preuves statistiques qui montrent que ces médiums ont parfois fourni des informations qualitatives qui vont au-delà du hasard. Mais l'armée rajoute d'un même souffle que comme les médiums, et j'entends ici les médiums sensitifs, comme ces gens-là étaient instables, certains jours, ils étaient très bons, d'autres jours, ils étaient tout à fait pourris, il faut bien l'avouer. Ouais. Et dans ces conditions-là, l'armée nous dit, même si ces gens-là ont fourni au cours de ces années des informations qualitatives, on ne peut pas monter une opération d'ordre stratégique en s'appuyant essentiellement sur les données fournies par les médiums. Donc, s'il y a réellement une perception extrasensorielle, ouais. Elle n'a aucune valeur pour l'armée, mais peut-être que ça pourrait intéresser des parapsychologues à travers le monde. Grosso modo, c'était dans les grandes lignes, c'était ça le projet Stargate, et ça a été ça les révélations de Stargate. Malheureusement, il y a très peu de laboratoires en parapsychologie qui ont emboîté le pas au projet Stargate, et on le comprend, avec les données publiques, on le sait, il y a des restrictions un peu partout dans tous les programmes de recherche, et on s'est dit qu'il y avait peut-être des meilleures applications, ouais, c'est ça. Voilà, c'était peut-être plus important d'essayer de trouver des médicaments au cancer ou au sida que d'essayer de déterminer si oui ou non il y avait de la télépathie. Et là, voilà que, comme je l'ai mentionné, jusqu'à maintenant, on s'en remettait toujours à ces fameuses preuves statistiques. Donc, les détracteurs avaient beau jeu, disant, on n'a pas de preuves concrètes, on n'a que des preuves statistiques, et que vaut la preuve statistique? Et ici, c'est assez amusant aussi. Parce que la preuve statistique, Louis, elle est valable dans d'autres domaines de la science. Si on parle, par exemple, en pharmacologie, l'effet placebo va être calculé essentiellement sur des valeurs statistiques. Ouais. Dans le domaine de l'astronomie, par exemple, personne n'a jamais vu de vie extraterrestre et bien souvent, l'existence de galaxies ou d'étoiles ou de matière dans l'univers ne repose que sur des valeurs statistiques également. On dit, bon, par la statistique, en considérant le nombre d'étoiles, le nombre de ci, le nombre de ça, on obtient une valeur statistique qui devient presque une réalité. Et si c'est valable dans le domaine de l'astronomie, c'est valable dans le domaine de la pharmacologie, ce n'est malheureusement pas valable dans le domaine des sciences en parapsychologie. Là, évidemment, on a une montée de bouclier parce qu'il faut bien l'avouer, la parapsychologie, le médium, le voyant, et tous ces domaines-là, ça frôle ou ça flirte, devrais-je dire, avec le domaine du religieux. Hein? Ouais. Un saint qui voit des anges ou qui voit une manifestation, une apparition du Christ, ou un médium qui dit « je vois l'apparition d'un revenant ». Bon, le lexique change un peu, mais dans le fond, on flirte dans les mêmes eaux. Et ça, la science n'aime pas ça. Lorsque la science flirte avec le religieux, ça nous agace. Et c'est pourquoi on demandait à la science et au domaine de la parapsychologie de fournir des éléments plus concrets. Et là arrive notre type, dont la nouvelle fait manchette aujourd'hui. Ce type, c'est Michael Persinger. Michael Persinger n'est pas un nouveau venu dans ce domaine-là. Déjà dans les années 80, Michael Persinger, qui travaille dans le domaine des neurosciences à l'Université Laurentienne à Sudbury, au Canada, ouais. avait développé une sorte de casque. Écoute, c'est tout à fait incroyable. Ce type-là travaille dans le domaine des neurosciences. Il avait développé un casque sur lequel étaient reliées toutes sortes d'électrodes et on plaçait un sujet dans une sorte d'isoloir, on lui plaçait ce casque sur la tête et là, par différents appareillages, on modifiait les champs électromagnétiques autour de sa tête, donc si bien qu'on transformait les champs électromagnétiques qui étaient perçus par le cerveau. Mais de façon minime, hein, en utilisant des variations électromagnétiques qu'on retrouve dans la nature. Et en faisant ça, Persinger a remarqué qu'un très grand nombre de ces sujets soumis à ce genre d'expérience avaient des perceptions erronées de leur environnement. Ils avaient soudainement l'impression de flotter dans l'air, ils avaient l'impression d'être entourés par des entités invisibles, ils avaient l'impression de toucher, et tout ça était simplement dû au fait qu'on modifiait les champs électromagnétiques qui entourent le cerveau. Alors, donc, on se sert de ça pour présumer que ça pourrait également s'appliquer dans le domaine de la télépathie, là, que ce serait à peu près le même phénomène? Non, Persinger va plus loin. Donc, d'abord, dans cette première expérience, et moi, Louis, écoute, j'ai rencontré Persinger il y a quelques années et j'ai fait l'expérience de ce casque. J'ai été dans l'isoloir, le casque, les électrodes, et crois-moi, c'était une expérience époustouflante. J'en garde encore un souvenir tout à fait incroyable de cette perception erronée de l'environnement. On a beau savoir qu'on est assis dans un fauteuil, dans une pièce, mais crois-moi, j'avais vraiment l'impression de flotter dans l'air au moment où toute cette expérience se tenait.
Donc, Persinger a un peu changé notre perception en disant, voici un individu placé dans un environnement où il peut y avoir des variations du champ électromagnétique pourrait avoir des perceptions erronées de son environnement, ce qui pourrait expliquer un certain nombre de supposées maisons hantées, de phénomènes de perception étranges et bizarres, et voire même les fameuses histoires d'enlèvement par des extraterrestres. Mais là, Persinger est allé plus loin. En s'attaquant au domaine de la parapsychologie et de la perception extrasensorielle, il s'est demandé est-ce qu'on ne peut pas faire mieux. Alors, il a développé un nouveau casque. Et ce casque-là se résume à une sorte d'anneau qui est placé autour de la tête du sujet. Et là, il y a comme une sorte de patin qui glisse autour de ce casque et qui enregistre les informations perçues par le cerveau. Et à partir de là, Persinger a développé une expérience. Il a placé un sujet émetteur dans une pièce, un sujet émetteur dans une un sujet récepteur dans l'autre pièce. Et le sujet émetteur était donc placé dans une pièce tout à fait obscure. Et son seul stimuli était de temps en temps une lumière qui s'allumait très fortement devant lui, mais à des intervalles tout à fait irréguliers, si bien que le sujet ne pouvait pas pressentir ou présumer à quel moment la lumière s'allumerait. Et évidemment, à chaque fois que la lumière s'allumait dans la pièce, il y avait une sorte de sursaut de la part du sujet, de voir cette lumière qui s'allumait. Et Persinger a remarqué que le sujet récepteur de l'autre côté enregistrait lui aussi une sorte de perception de ça. Il y avait donc... D'où le lien, justement, où on est capable de maintenant de démontrer qu'il y a une interaction entre les deux, là. Tu as tout compris. Ouais. Donc, à partir de là, on avait une signature neurologique qui démontrait très clairement que les neurones du sujet émetteur et les neurones du sujet récepteur étaient reliés entre elles. Wow. Persinger ne s'avance pas à dire quelle est la qualité de cette information. Il ne dit pas est-ce que cette information pourrait prendre l'image d'une photographie, l'image d'un lieu, ou est-ce qu'on pourrait communiquer des sentiments, des impressions, communiquer des informations. Persinger ne va pas jusque-là. Mais il nous dit, voici, on a une preuve maintenant technique, irréfutable, un enregistrement par des encéphalogrammes, des mesures très concrètes, qui montrent que les neurones du sujet émetteur et du sujet récepteur sont liés entre elles. Donc, on se trouve avec ça dans l'antichambre de la preuve officielle de la télépathie. Wow. OK, alors on verra où tout ça va nous mener. Alors, on fait une brève pause, mon cher Christian, et tout de suite après, on va parler de la fin du monde. C'est dans 9 jours. Hein? C'est dans 9 jours. Ça approche, oui. On s'arrête. Mythes et complots avec Christian Page. Alors, toujours avec Christian Page, on parle d'affaires extrasensorielles. Et là, mon cher Christian, évidemment, on est tous sur les nerfs parce qu'il nous reste 9 jours à vivre. Si on se fie au calendrier Maya, la fin du monde, c'est pour le 21 décembre. Oui, et puisque je te parle de la Floride, tu sais que tout près ici, on a la NASA. Et la NASA, cette semaine, s'est fait plutôt rassurante avec cette histoire de fin du monde qui, il faut bien le rappeler, doit se concrétiser le 21 décembre prochain, et ce, à partir d'une information tirée du fameux calendrier Maya. Donc, les Mayas avaient 3 calendriers, un à court terme, un à moyen terme et un à long terme, et ce calendrier à long terme, donc, va s'achever le 21 décembre 2012, et pour certains, la fin du calendrier Maya doit marquer la fin de l'humanité. Mais j'entends beaucoup de blagues là-dessus, Christian, des gens qui, comme on fait là en ce moment, on est en train un peu de rire de cette information-là. J'entends pas grand monde y croire à ça. Oui, effectivement, il y a comme une sorte, c'est devenu presque une sorte de légende urbaine, cette histoire de fin du monde, tu vois. Mais à tout le moins, il y en a aussi qui associent à cette fin du monde, la fin du calendrier Maya, on y associe également des événements à caractère astronomique. Il va y avoir peut-être la chute d'une météorite, il va y avoir des explosions solaires importantes, un alignement planétaire, une nouvelle planète qui va entrer dans notre système solaire et briser l'équilibre fragile de notre système. Et là, voilà que la NASA, cette semaine, émet un communiqué de presse en disant non, rassurez-vous, terriens, il n'y a aucune évidence d'ordre astronomique qui semble indiquer qu'il y aura une fin du monde dans 9 jours. Fait que là, évidemment, les amateurs de conspiration diront que même si tel était le cas, la NASA ne nous le dirait pas, mais quand même, on essaie de se faire rassurant du côté de la NASA. Ouais. Par ailleurs, et là, il y a une suite à cette histoire-là qui est un peu amusante, pour ceux qui croient réellement à cette fin du monde, il y a aussi depuis 1 an à peu près la rumeur voulant qu'un petit village français, le village de Bugarac, qui se trouve dans les Pyrénées, un petit village qui compte à peine 179 habitants, que ce petit village-là
survivrait à la fin du monde. Et ce pourquoi? Parce que dans la montagne, où la ville est construite au pied d'une montagne, hein, le sommet du mont Bugarak, on raconte que dans cette montagne, crois-le ou non, il y aurait une base d'extraterrestres. Donc, les extraterrestres, ils auraient installé une sorte de garage. Okay, et pas, les extraterrestres... Une base, j'avais compris un bar d'extraterrestres, genre, je sais pas, une discothèque d'extraterrestres ou quelque chose du genre. Non, une base d'extraterrestres. Ah bon, d'accord. Et évidemment, les extraterrestres, étant omniscients, ils savent bien qu'en construisant leur installation dans cette montagne de Bugarak, ils vont échapper à la fin du monde. Ben, évidemment. Alors là, il y a une sorte de volonté de gens qui croient réellement à cette fin du monde imminente. De déménager là-bas. De déménager ou de se rendre à Bugarak pour le 21 décembre 2011. Mais évidemment, ça fait sourire, Louis. Mais sache que le maire de Bugarak, qui lui n'entend pas du tout à rire, a décidé de faire interdire la montagne du 19 décembre au 22 décembre. OK, parce qu'il a peur qu'il y ait des gens qui montent là juste pour aller voir s'il va vraiment se passer quelque chose. Voilà. Donc, le maire, ce qu'il veut, c'est éviter cette sorte de tourisme d'illuminés qui pourrait débarquer à Bugarak dans l'espoir de gravir cette montagne et de s'y installer en faisant des aoums tout nus avec une feuille de lotus. Alors, il a décidé, donc il a fait un édit municipal, et donc le sommet de la montagne sera interdit entre le 19 et le 23 décembre prochain. Et moi, j'invite les gens qui auraient peur de la fin du monde à m'envoyer tous leurs biens. Il n'y a aucun problème. Vous avez jusqu'au 21 pour envoyer ça à mon nom. Vous pouvez envoyer ça à la station. Votre argent, vous sortez l'argent, vous faites des coupures de 20 $, venez porter ça à la station. Il n'y a aucun problème, je suis preneur. Je le suis aussi. De ma Floride lointaine, je le suis aussi. Écoute, je sais que le temps file aussi, mais puisqu'on est aux États-Unis, puis bon, je sais que les auditeurs sont toujours dans l'attente de savoir si on aura trouvé le Chupacabra. Mais non, le Chupacabra cette semaine n'a pas fait des siennes, mais c'est un autre cryptide. Dans les cryptides, ce sont des créatures mystérieuses inconnues. Mais en voilà une qui a pris le terrain cette semaine. C'est le Gottman, hein, l'homme chèvre. Ben, j'allais justement te poser la question. Qu'arrive-t-il avec Gottman? Le Gottman. C'est une créature, en fait, qui ressemble, écoute, oui, ça ressemble un peu, je te dirais, au fameux satyre, hein, des légendes, hein, cette créature mi-homme, mi-bouc, avec des cornes sur la tête, et on s'est beaucoup inspiré pour faire l'image du diable. Ben, crois-le ou non, il existe toute une littérature voulant que des témoins auraient observé cette mystérieuse créature. Et en fait, les apparitions de cette créature remontent à 1969. On parle du plus fort de ces apparitions aux États-Unis. Elle remonte en 1969 dans la région de Lake Worth au Texas. Ouais. Et à partir de là, ces apparitions se sont multipliées, mais de façon, disons, épisodique. On avait des périodes d'apparition, surtout au Texas, de ce mystérieux Gottman. Et puis voilà que depuis 2 ou 3 semaines, le mystérieux Gottman aurait été vu par des dizaines de témoins, autant au Kentucky, au Texas qu'au Maryland. Et on parle ici d'une créature qui mesurait entre 1,50 m et 3 mètres de haut, qui aurait le corps couvert de poils, sa tête serait celle d'un bouc, et on raconte qu'il agresserait sexuellement aussi bien les hommes que les femmes. Oh bon, OK. Alors, si tu veux passer un joyeux Noël, tu dois absolument te rendre au Kentucky, au Texas, au Maryland, à moins que les Américains aient un petit peu trop forcé sur le Thanksgiving Day. Oui. Christian Page, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Louis. Au Bonne revoir. semaine. Christian Page, donc, qui nous parlait de ces histoires bizarres. Alors, si vous avez, je sais pas, vous pouvez peut-être aller faire un tour aux États-Unis. Gottman veille. Alors, soyez prudents parce qu'il agresse autant les hommes que les femmes. Alors, voilà, c'est tout pour nous, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Au revoir.